Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue ici au Parc des Princes. C'est Jacques Anquetil que vous avez reconnu, qui pénètre en tête sur la piste du Parc des Princes. Ici, sous une ovation énorme, considérable, de 40 000 Parisiens. Jouer à Paris au Parc des Princes, c'était exceptionnel. C'était le Graal. C'est-à-dire que quand tu joues au parc, ça voulait dire que c'était très important. Si on monte le Parc des Princes avec 45 000 personnes, et si on ne monte pas, Saint-Germain avec 1500 personnes. Foutez-leur les épaules dans les côtes, que vous allez leur faire mal. Ça, c'est mental, ça. Si on fait ça, c'est gagné. C'est un stade magique. C'est dehors, dedans, c'est un stade différent. Je suis sûr que même les adversaires, quand ils arrivaient au parc, quand ils étaient dans le match, ils se disaient « Waouh, aujourd'hui, ça va être dur ». Ce passant, Fontaine de la pépette, extraordinaire but de Fontaine, une volée qui a fait se dresser le stade. Vraiment un but extraordinaire que l'on devrait mettre dans toutes les cinémathèques. C'est un endroit, ce Parc des Princes, vraiment magique. Il est au cœur, il a du cœur. Il amène une violence de convivialité inouïe. Tout était rencontre, tout était échange, tout était presque partage. Tu débordes au Parc des Princes, même si tu vas pas très vite, tu as l'impression d'être poussé par ce public et d'avancer, de faire une seconde de moins aux 100 mètres. Avec des bons souvenirs. Celui qui a joué au Parc des Princes, il s'en souvient toute sa vie. Oui, mes enfants, allez les petits, c'est magnifique. Ah, vive la France. C'est un stade qui a une âme, en fait. Le Parc des Princes, il a une âme. Quel est l'endroit où est-ce que vous avez envie de jouer? Quel est l'endroit qui vous ferait le plus plaisir de jouer? Dans quel stade en France? Je pense qu'à 80-95%, les joueurs ou les professionnels vont te répondre le Parc des Princes. Pour eux, c'est un lieu, un endroit qu'ils aiment. « 22 novembre 1997. Le Parc des Princes accueille le dernier match officiel d'une équipe de France avant la construction du grand stade de Saint-Denis. Ce jour-là, nous sommes venus dire adieu à notre stade. Pour ce dernier rendez-vous, la clameur est belle, comme d'habitude. Les Bleus de Valy veulent soigner leur sortie, mais subissent un revers cinglant. Ça pouvait pas plus mal commencer pour l'équipe de France quand j'ai vu ce trou. Venter, détaché. Les Springboks sud-africains écrasent les coqs et donnent à cette soirée un goût de funérailles. Il a du soutien à l'extérieur et reçoit pour marquer l'essai. C'est remarquable. Ça fait mal, ça fait plaisir. L'éloge funèbre, mise en scène par les équipes de télévision, vient clôturer la belle histoire d'amour entre le parc et les équipes nationales. Un stade va s'éteindre, mais ses voix resteront. Ces voix du rugby portées par les vagues des trois quarts, poussées par l'orage des mêlées. Ces voix qui ont composé la plus belle des rumeurs, chaude et circulaire, celle qui vient du cœur. L'Oval ici avait trouvé sa forme, puis sa place. Depuis 1973, une chanson de gestes s'y jouait par tous les temps, à tous les temps. L'envol de l'arrière, de toutes les couleurs, la passe vive du centre et le débordement, là-bas, à tire d'aile. Le grand saut des hommes en bandeau, les plaquages de tour de bras, la charrue et les étoiles, tant de généreux efforts autour d'un casque d'or. Tout cela au nom d'une belle jeunesse et d'un ballon à passer. Tout cela, c'est haut cri pour un jeu qui rebondit, pour un supplément de vie à 15, à 30, à des milliers. Le rugby aura consumé dans son parc une existence comme un incendie populaire. Des flammes sont passées, une âme restera, un stade va s'éteindre, mais son écho nous suivra. Bienvenue au Parc des Princes. On va commencer la visite en haut par la salle de trophées. Ensuite, on ira du côté du stade. So welcome to PSG Stadium, le Parc des Princes. We're going to take a look at the trophy gallery upstairs. Then we're going to the stadium. On y va, let's go.
On va rappeler un peu l'histoire du Parc des Princes. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle le Parc des Princes? Il porte son nom car il y a 2 ou 3 siècles, il y avait autour de nous un bois énorme. Et dans ce bois, il y avait un endroit où les princes de l'époque y allaient pour se balader et faire la chasse. Du coup, les habitants de l'époque appelaient ceci le Parc des Princes et on a décidé de garder le nom. Parc des Princes. Il y a un nom vraiment qui est très 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 beau, un naming fabuleux. Et il y a du rêve derrière. Je crois que ça donne un charme. En plus, le nom du stade, n'importe, même ceux qui ne sont jamais venus, et de penser qu'il y a un Parc des Princes à Paris, c'est déjà quelque chose d'énorme. C'est un joli nom, hein. C'est un beau nom, quoi. Ouais, parce que c'est mieux d'être prince que roi, déjà. C'est plus chevaleresque. Dans ce pré-là, ils l'ont baptisé Prince, un parc où ne joueraient que les princes. Sans aucun doute, parce que la porte à côté s'appelait la porte des princes. Mais bon, sur ce territoire-là, ils l'ont appelé Prince. Ça donne une connotation, ça le charge de fait. Hein. Ça le charge. D'abord station scientifique, le stade Vélodrome du Parc des Princes est inauguré en 1897. Sa piste en béton accueille rapidement les plus grandes courses cyclistes. Henri Desgranges en est le directeur et le Tour de France y achève sa dernière étape dès 1903. Au départ, ce parc, il n'avait qu'une très modeste tribune d'environ 3200 places, mais ouverte, en plein air, c'était pas couvert. Et donc il va y avoir beaucoup d'activités différentes sur le Vélodrome, parce qu'il s'agit de faire des recettes, tout simplement. Et par exemple, il y a une date qui est bien connue, c'est le 1er janvier 1906. Ce jour-là, l'équipe de Nouvelle-Zélande, les fameux All Blacks, ont accepté de venir en France pour un match supplémentaire après leur tournée dans les îles britanniques. Alors les Français ont bien négocié un match, disant c'est idiot, ces diables de Blacks qui sont là, vous vous rendez compte, mais nous on n'a pas d'équipe de France, c'est pas ce que c'était. On va sélectionner une équipe. Et ils ont fait, je ne dirais pas de briques et de broc, ils ont pris les meilleurs joueurs de l'époque. Et c'est ainsi que dans le Parc des Princes a eu lieu le premier match international de tous les temps de l'équipe de France. Rapidement, le Parc des Princes va gagner en popularité. Il est de plus en plus fréquenté et les manifestations sportives qui y sont organisées attirent les foules. On décide alors de construire une nouvelle enceinte, plus grande et plus confortable. L'inauguration a lieu le 23 avril 1932 et ils vont donc faire un Parc des Princes d'environ 40 000 places. Alors, il peut y avoir de la gymnastique, il peut y avoir aussi des manifestations civiles, comme par exemple la jeunesse ouvrière chrétienne qui se réunit avec ses drapeaux, ses banderoles sur la pelouse du parc. Donc, la vie du Parc des Princes se poursuit et on arrive à la période de la guerre. C'est l'époque de l'occupation, c'est l'époque de la collaboration, c'est l'époque de Vichy. Et donc, c'est un moment où on est très friand de serments de tout genre, travail, famille, patrie. Et par exemple, en 1941, à la fin juin, il y a le serment de l'athlète. À Paris, au Parc des Princes, 5000 athlètes prêtent serment. Je promets sur l'honneur de pratiquer le sport avec désintéressement, discipline et loyauté pour devenir meilleur et servir ma patrie. Puis, c'est le défilé devant M. Borotra, commissaire général au sport, et M. l'ambassadeur de Brino. 25 000 spectateurs assistent à l'imposante démonstration de ces athlètes de la France nouvelle. Alors après la guerre, il va y avoir là aussi d'autres activités que le cyclisme. Et en particulier, par exemple, je pense à un match de Marcel Cerdan. C'est le match Marcel Cerdan contre Robert Charron, grand match point moyen, que Marcel Cerdan a dominé, et qui s'est passé ici au Parc des Princes, je crois le 25 mai 1946. Le parc était plein à craquer, on a compté 37 000 spectateurs, mais il y avait du beau monde, comme par exemple Jean Gabin et Marlène Dietrich. Et 5 minutes avant le match, des trombes d'eau ont commencé à tomber. Le match s'est déroulé sous la pluie, il a tout de même eu lieu. Et Cerdan a dominé, Charron a été 2 ou 3 fois à terme, mais il était très courageux, il a été jusqu'au bout, et donc Cerdan a été vainqueur au point. Avec les arrivées du Tour de France, jusqu'en 1967,
le cyclisme est bien évidemment le sport roi du Parc des Princes. On vient en masse à la porte de Saint-Cloud pour saluer le retour des héros. Un dernier tour de piste, comme un ultime combat pour, peut-être, entrer dans la légende. Dans l'arène bouillonnante, seul le panache fera vibrer la foule. Et tout le monde ne sera pas adoubé au Parc des Princes. Le stade mythique, c'était Colombes quand même jusque-là. Il faut dire que le Parc des Princes, c'était quoi le Parc des Princes? C'était surtout la piste cycliste où le Tour de France avait sa dernière étape. Et j'ai un souvenir du Parc des Princes, du Vélodrome, où l'arrivée du Tour de France, où André Darrigade était en train de gagner cette dernière étape qui était toujours celle qui était recherchée par tous les champions. Et puis au dernier virage, au moment où il abordait le dernier virage et qu'il était déjà vainqueur, il a déjà fait la décision. Et là, le pauvre jardinier qui était là, qui a voulu le voir passer de plus près, et ça a été un accident terrible qui lui a coûté la vie d'ailleurs au jardinier en question. Et Dédé s'est réveillé, lui, à la clinique, et puis il n'a pas gagné l'étape. Et ça, c'était le vélodrome du Parc des Princes, qui était très célèbre. C'est Jacques Anquetil que vous avez reconnu, qui pénètre en tête sur la piste du Parc des Princes, ici, sous une ovation énorme, considérable, de 40 000 Parisiens. D'un seul coup, il rentre dans ce truc qui est fermé, et là, ouh! Donc là, vous vous retrouvez avec une ambiance absolument extraordinaire. Donc il y a quelque chose, vous sortez non pas du silence, parce que les routes ne sont pas complètement silencieuses, mais quand même, c'est, globalement, si vous n'avez pas une foule amassée comme ça, vous avez des individus. Alors que là, vous rentrez dans une enceinte. Et là, vous avez, poum, l'acclamation. Toujours Anquetil en tête à 200 mètres de la ligne, devant Casala, Ovnars, Blancart, Nassignan, et Anquetil va peut-être remporter. Non, Casala le remonte et le bat. Premier Casala, deuxième... À côté des arrivées du Tour de France, le parc vibre également pour le football. Plus petit, mais bien mieux situé que son grand rival de Colombes, il est le théâtre des fameux duels entre le Racing Club de Paris et le Stade de Reims. En 1956, les Champenois, emmenés par Raymond Kopa, jouent même au Parc des Princes la finale de la première Coupe d'Europe des clubs. Ils perdront par 4-3 face au Real de Madrid de Di Stefano au terme d'un match qui aura mis le parc en ébullition. Alors on allait en Micheline à Paris, et donc on jouait tous nos matchs importants en Coupe d'Europe au stade, au Parc des Princes, parce qu'on savait que le stade serait plein. Même les matchs amicaux qu'on jouait au Parc, c'était toujours plein. On était une équipe qui plaisait bien au public, et donc on savait qu'il y aurait du monde, et surtout des supporters, quoi. Quand il venait au Parc des Princes, c'était assez étonnant, parce que le public parisien, très versatile, très méchant vis-à-vis des équipes parisiennes, était pro-Reims. Une année où le Racing frôlait la descente, à chaque match au Parc des Princes, les équipes entraient sur la pelouse par un souterrain. Donc la première chose qu'on voyait, c'était la tête des joueurs. Et eux voyaient apparaître la pelouse et les tribunes. Et à chaque fois, me disait-il, au même moment, il y avait un coup de sifflet qui venait de la tribune derrière l'entrée des joueurs, coup de sifflet de chef de gare, et il y avait un spectateur qui leur criait « Le train pour la 2e division entre en gare ». Ils ont fait toute la saison comme ça. Reims se déchaîne, le Racing va craquer, Kopa et Glovaki s'amusent, et finalement, Reims élimine le Racing Club de Paris par 6-2. On va découvrir le vestiaire du Paris Saint-Germain. Let's discover PSG dressing room this way, please. Par ici. You can have a seat if you want to. Vous pouvez vous asseoir, bien évidemment, si vous le voulez. Moi, je vous rappelle juste pour les sièges du vestiaire, ils ne sont pas absolument déterminés ou fixes. Ça arrive que les joueurs changent de place, que ce soit entre amis ou entre joueurs parlant la même langue. Comme vous le savez, le PSG, c'est un club assez cosmopolite. Là-bas au coin, les joueurs, ils sont signés à ce mur suite à la finale qui s'était déroulée à Bruxelles. Ça restait là pour essayer de motiver les nouvelles générations et marquer un peu le chemin. Vous avez des joueurs importants de cette finale, tels que Djorkaeff, Rahi, bien évidemment Ngoti qui a marqué le but de la victoire, le capitaine Bernard Lama.
Yannick Noah qui avait été engagé à l'époque par Denisot pour essayer de motiver les troupes. Apparemment, ça avait marché. Et voilà, de l'autre côté, vous allez voir la zone d'échauffement et au fond, sur la gauche, les douches avec le bain de glace. Pour faire place au nouveau Parc des Princes, on réduit en poussière ce qui reste de l'ancien. Les trois frères Pélissier, héros légendaires du cyclisme, n'ont plus rien à faire dans ce nouveau temple du sport consacré uniquement au ballon rond et au ballon ovale. Vieux fauteuils qui ont gémi sous tant d'enthousiasme et de colère s'en vont à la réforme, à la casse ou au bûcher. Le stade est mort, vive le stade. Dans la France des 30 Glorieuses, on n'arrête pas le progrès. Condamné par le tracé du périphérique, le Parc des Princes est détruit en 1967. La nostalgie attendra. La construction d'un stade plus moderne démarre aussitôt. Le nouveau parc compte 45 000 places assises et pas un seul pilier ne vient gêner la vue des spectateurs. C'est Roger Taillibert qui dessine cette enceinte futuriste. Inaugurée en 1972, l'étrange carapace de béton flottera dès lors au-dessus du périph'. Alors vous allez aller dans le bar, allez-y madame, allez-y mon petit père, allez-y. Alors en bas, à gauche. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce parc? Eh bien c'est une belle réalisation, c'est remarquable. Moi je connaissais l'ancien, évidemment, mais là de la façon dont il est conçu, je crois qu'il en aura une meilleure ambiance qu'avant encore. Madame, est-ce que vous êtes assise confortablement? Très bien. Voilà, elle est belle. Doucement, André, tu pars de trop loin. Le Parc des Princes est à un tournant de son histoire en 1974. Le tout récent club du Paris Saint-Germain s'apprête à accéder à la première division. Pour cela, il doit gagner son ultime match de barrage face à Valenciennes. Si le PSG réussit, le parc deviendra son jardin. On avait perdu 2-1 à Valenciennes, donc il fallait gagner par 2 buts d'écart, quoi. On marque le premier but en plus. Il nous marque 2 buts. Et je me souviens avec Daniel Echter qui était à côté sur le banc, à un moment je lui ai dit si on n'égalise pas dans les 5 minutes qui viennent, on est cuit, quoi. Et hop, Dogliani égalise à 2-2. Et après on gagne 4-2. Et donc là, tout le monde envahit le terrain. Moi j'ai un malaise parce qu'il y avait tellement chaud. En plus les mecs ils me soulevaient, mais ils m'attrapaient les bijoux de famille, ça faisait encore plus mal. Les vestiaires sont beaux. Ouais, ils sont magnifiques. Ils les ont améliorés. Mais il n'y a pas l'ambiance aujourd'hui. Ah, il n'y a personne. Je dis rien. C'est très important quand tu joues d'être dans un stade où tu sens la ferveur et puis tu sens que les supporters, que les spectateurs sont pas loin, sont juste là à côté, comme dans ce Parc des Princes. On sent qu'ils sont pas loin. La beauté du parc, c'est quand même que les spectateurs ne sont pas au pied de la pelouse. Ils sont à une certaine hauteur tout autour. Et ça veut dire que le spectateur, tous les spectateurs, quelle que soit leur place, sont bien placés. C'est vrai que de partout dans ce stade, on voit bien en tant que spectateur. Et ce qui est frappant lorsqu'on joue, lorsqu'on rentre dans ce stade, c'est le bruit, quoi. C'est une arène, quoi.
Ici, c'est un vrai stade de football, c'est en plein dedans, quoi. Il n'y a pas de piste d'athlétisme, donc quand le public se met à crier, ben, le son, il reste là, il ne s'en va pas. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. C'est le seul stade où quand les gens crient et chantent, le bruit tourne. Vous êtes ici, vous le voyez tourner, arriver là-bas. C'est assez curieux, c'est une espèce de chant musical intérieur, grâce à sa forme ovale, qui représente un petit peu les arènes de Rome. C'est une cocotte minute ici, parce qu'il n'y a que 50 000 places, tu vois. C'est près de la pelouse, c'est renfermé, ce qui fait que, tu vois, la moindre clameur, t'emporter le cœur, quoi, tu vois. Les choses sont ressenties vraiment de manière presque particulière ici, que ce soit positivement ou négativement, parce que comme il y a vraiment du bruit, il y a vraiment une ambiance. Quand elle est négative, je sais que moi, quand j'ai été sifflé, c'était... oui, le ballon me brûlait les pieds parce que évidemment, j'entendais très bien et que ça résonnait, quoi. C'est un chaudron, j'ai appelé ça un chaudron, c'est vraiment un chaudron électrique ou magnétique. Tu vois, dans les stades, ils ont rien. Tu sais, c'est comme une personne, quoi. En fait, c'est comme ils ont... Le parc, ça vit, quoi. Ça vit, ça boue, il y a de l'énergie, il y a du magnétisme, et ce stade-là, c'est en ça qu'il est incroyable. Moi, j'y reviens voir des matchs du PSG, Alors, tu peux te poser la question, est-ce que c'est le public ou c'est le parc? Mais je crois que c'est les deux. Je crois qu'il y a... C'est un stade qui est fait pour... C'est un stade qui est fait pour la fête. Malgré la montée du Paris Saint-Germain, le Parc des Princes sonne creux pour les rencontres de championnat. Les premières soirées explosives, ce sont les Bleus qui vont nous les offrir. Le deuxième but de Platini. Ah, qu'il est beau. Ah, celui-là, il ne doit rien à personne, madame. C'est une bien belle soirée que nous ne sommes pas prêts d'oublier, croyez-moi. Football, rugby, les travées du parc se découvrent une âme de supporters. On y baptise nos premiers héros et l'arène de béton prend enfin vie. Contre Blanco, c'est Estep qui arrive au fond sur cette balle, qui passe tout le monde en vue, qui va marquer l'essai. Essai. Oui. Oh la Rive, pauvre Rive. Un maillot de sueur et de sang. Il n'est pas très propre. Voilà, mais ça fait rien, il est propre. Quand il y a du sang dessus, il est propre. Madame, monsieur, bonsoir. En ce moment, dans les vestiaires du Parc des Princes à Paris, le cœur de 11 garçons est en train de battre un peu plus vite et à l'unisson le cœur de millions de Français avant cette rencontre France-Hollande qui décidera ce soir des chances de l'équipe de France pour se qualifier ou non pour la Coupe mondiale de football. Allez, Michel. Voilà. Oui, Michel. Oui, Michel. Un coup franc magnifique. C'est une lucarne de Michel Platini. Rocheteau. Zic. But. Oh, Calibel. C'est du grand art. À ce côté gauche du but de la porte d'Auteuil est très favorable aux Français. C'est fini, nous sommes en Espagne. Alors que M. Garrido voulait le ballon, mais que c'est Tigana qui part avec le ballon sous son maillot. Bon, on va aller voir la pelouse. This way, please. You have to imagine Champions League music. Le terrain, il fait 105 mètres de long par 68. Lors de la Coupe du Monde, on a reçu les quarts de finale et la 3e place dans ce stade. Il faut rappeler que c'était le stade de l'équipe de France jusqu'en 98, au moment où ils sont partis au Stade de France. On a reçu ici l'Euro 84, la finale s'est jouée ici au Parc des Princes, la victoire de la France contre l'Espagne. Bon, je vous donne quelques dernières infos sur le stade. Vous avez en face la tribune centrale, c'est Paris. Sur la droite, vous avez le virage Boulogne qui porte le nom du quartier de Boulogne. De l'autre côté, virage Auteuil qui porte aussi le nom du quartier d'Auteuil qui se trouve là-bas. À côté, la tribune des visiteurs. Et nous, on est dans la tribune présidentielle Francis Borrelli qui porte le nom du président des premières victoires du club en Coupe de France et en championnat. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Parc des Princes pour cette 65e finale de la Coupe de France de football qui va opposer dans quelques instants
l'équipe de l'AS Saint-Étienne aux footballeurs de la capitale, c'est-à-dire au club de Paris Saint-Germain. C'était le dernier match de Platini avec Saint-Étienne. Rien que ça suffisait à faire un événement colossal. Colossal, le dernier match de Platini. En plus, au Parc, c'était son jardin. C'est que l'équipe de France, c'est là où il a livré ses plus grands matchs. Les matchs de dingue qu'il faisait, c'était au Parc. Saint-Étienne qui fait une finale. Donc le stade, majoritairement pour les Verts. Et t'as Paris qui est à Paris, mais qui n'est pas vraiment dans son stade, puisque c'était le stade de tout le monde, surtout pour la finale. Et puis à la fin, ça part en vrac complet, envahissement. La séance de pénaux qui se fait avec les supporters derrière. Ouais, c'est un petit peu folklore, bon enfant. Quand tu revois les images, c'est vraiment que c'est une autre époque. Hein. Vraiment, t'as l'impression de faire un voyage dans le temps, de te dire c'est pas possible, ça ne pourrait plus exister un truc pareil. C'est juste un truc de fou, quoi. À Rocheteau, et but, égalisation de Dominique Rocheteau. Oh là là, extraordinaire, alors que... Oui, on jouait, le temps réglementaire était terminé, c'est important, depuis 15 secondes, et le président Borelli enjambe les grilles. Il court sur le terrain, il va se mettre à genoux, il embrasse la pelouse. La pelouse. C'est grandiose. Francis est déchaîné, ce sont maintenant les pénaltys. C'est fabuleux. Et il n'y a pas que lui qui envahit la pelouse. Quand on vous a dit que c'était mieux que Dallas. Des matchs fous, quoi. On a fait la fête, on avait tous nos supporters avec nous, enfin, c'était fabuleux. Voilà, on avait gagné un public, je crois. Donc c'était on ne peut pas dire le début parce que bon, il y a eu beaucoup de choses avant, bien sûr. Mais c'était le premier titre du PSG, quoi. Hein. Et voilà. Et puis en plus, c'était au Parc des Princes, hein. C'était chez nous, quoi. Il faut se rappeler Francis Borelli embrassant la pelouse, descendre, se mettre à genoux, embrasser la pelouse. J'étais tout petit, donc c'était les premières images, on va dire, que j'ai eues et les premiers sentiments. Et il faut pas pour les gens du Sud, Paris qui étant la capitale, le Parc des Princes, c'était le stade de la capitale. La capitale, c'est la capitale. C'est-à-dire que venir pour les joueurs jouer au Parc des Princes, c'est amener derrière eux les amis, les copains, c'est la famille. Et puis venir voir une finale de Coupe de France ou jouer une finale de Coupe de France au Parc des Princes, c'est l'idéal. C'est un stade qu'on aime, le Parc des Princes. Venez ici les enfants de province. On venait accompagner sa ville quand elle avait eu le bonheur, le privilège ou le labeur de la dernière étape. Donc quand tu rentrais ici, quand même, tu amenais aussi avec toi, j'allais dire, les richesses de ton territoire. Quand je venais avec Bordeaux, c'est vraiment tu sens une chose différente. C'est Paris, c'est la ville plus belle au monde, c'est le grand club que c'est Paris Saint-Germain, mais aussi c'est un stade emblématique ici en France. Aujourd'hui, avec le top 14, les mecs ils jouent un peu dans tous les grands stades, tu vois. Et les stades se sont magnifiés, tu vois, ils jouent au Stadium, ils délocalisent à Noeta, donc il y a toujours 20 000 personnes. Nous, on passait de 500 personnes à 50 000 en une semaine, quoi. Tu vois, et alors, quand tu disais Parc, je te jure, tu te disais ne te blesse pas cette semaine, ne plaque pas l'entraînement, ne te fais pas une épaule parce que tu joues pas toutes les semaines au Parc, tu vois. Là maintenant, les mecs ils jouent partout, tu vois, c'est plus ils délocalisent au Stade de France, ils jouent dans 80 000 personnes. Il y a pas de c'est sacré le Parc pour moi parce que c'était sacralisé d'être ici, tu vois. Parce qu'il y avait on faisait que des matchs dans la boue à Colombes ou ailleurs, à Montchanin ou à Fumel. Et là, d'un seul coup, quand tu savais que tu allais jouer au Parc, plus que le match, c'était le Parc. Ici, c'était le Saint Graal. C'est le Saint Graal. C'était, voilà, toutes les grandes choses se sont faites ici. Et tous les désastres aussi. Tout a été... C'est des sentiments... Ce stade est rempli de sentiments heureux, malheureux. Et c'est ce qui fait la beauté d'un site. On s'aperçoit que nous sommes presque à minuit et on m'attend à 11h à Montmartre. Qu'est-ce qu'ils doivent penser? Ils peuvent penser, alors, les jeunes ont dévoré les papes. Comme ses aînés,
Le nouveau Parc des Princes nous invite à toutes sortes de manifestations. Il est une agora moderne au cœur de la cité. Et voici maintenant Bernadette et Jacques Chirac. Ce soir, dans ce temple moderne élevé à la gloire du sport, c'est-à-dire à l'effort et à la fraternité des hommes, du fond de cette gigantesque fleur de béton qui s'ouvre sur le ciel, je vous appelle toutes et tous à une ardeur nouvelle. Je vous appelle au dépassement, je vous appelle au renouveau. 27 juin 1984. Le parc attend désormais son sacre. L'équipe de France de football peut y remporter le premier titre de son histoire et la reine entrer ainsi dans la légende. Si les larmes de Séville ne sécheront jamais vraiment, la bande à Michel Platini a tous les atouts pour remporter dans son jardin le titre de champion d'Europe face à l'Espagne. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous voici au Parc des Princes pour la finale du deuxième championnat d'Europe des Nations. On avait dû voir et revoir les coups francs de Platini à la télévision. Et il est bien resté. Oh, allez, il l'a laissé échapper. Oh, quelle erreur, quel dommage pour lui surtout, mais tant mieux pour la France. Ce ballon en profondeur pour Bellone qui n'est pas en jeu, qui n'est pas en jeu et qui marque. But de Bellone à la dernière seconde. Le but du 2-0. Bruno Bellone sacre l'équipe de France championne d'Europe. Ce soir-là, nous remportons notre premier titre international en sport collectif. Le parc est sous le charme et salue ses héros. Il n'aime d'ailleurs que les artistes et les joueurs qui s'y produisent doivent faire entrer du rêve dans l'arène. Mustapha Daleb, José Touré, Safet Suzic et les derniers romantiques du football nous offrent alors un fabuleux spectacle. Suzic qui a bien éliminé Adondor là. Il est en place pour frapper, voilà. Oh, Je pense que le parc invite effectivement à l'exploit individuel parce qu'il est extrêmement réactif. Il fait un tel bruit que je pense qu'effectivement le bruit ne met pas longtemps pour faire l'échange entre le terrain et les tribunes. Donc il est très réactif par rapport aux exploits individuels et forcément ça invite plus au dribble de plus qu'au dribble de moins. On préfère toujours voir des beaux joueurs de foot, quoi. Ça fait Suzic, c'est l'artiste, quoi. Et les gens vont au parc pour voir les artistes. Daleb, il pouvait faire 3 matchs où il avait une allure un peu nonchalante. Et puis après, quand il décidait de régaler, ça régalait. Et le parc se mettait debout et applaudissait comme on applaudit au théâtre. Côté rugby, le parc accueille les princes de ce jeu. Le French Flair connaît alors ses plus belles heures. Ne recevant que les matchs internationaux et les finales de championnat, seuls les esthètes de l'Ovalie fouleront la pelouse du Parc des Princes. Il faut mettre la fixation en relance du côté de Toulon. Oh, 2 contre 1, ça va traverser. Oh, c'est bien fait. Le French Flair, c'est pas du baratin, le French Flair, c'est faux. Oui. Les artistes, il y a eu de tellement formidables joueurs de contournement qu'ils ont emballé le public du Parc des Princes. Et que dans ce Parc des Princes, peut-être on y a vu marquer les plus beaux essais. C'est là. Et nous aussi. Bonneval. Et nous aussi, regardez bien ce qui va se passer là-bas. Oh là là, c'est super ça. Les jambes. Formidable. Oui, Charvet pour Bonneval. Et pour qui? C'est là. Et c'est là qui réussit le grand chelem. Oh, le magistral essai. Grand chelem. Combien de contre-attaques de Serge Blanco, combien d'essais aussi qui ont été marqués avec des joueurs comme Didier Codorniou, comme Denis Charvet, comme Patrice Lagisquet, Patrick Estève, Serge Blanco, Jean-Baptiste Lafont, Eric Bonneval. Enfin, je ne citerai pas tout le monde, mais pour ne citer que les 3 quarts, évidemment. Mais il y a eu de superbes actions, c'est vrai.
Le Parc des Princes a amené de temps en temps ce côté pétillant, ce côté olé. Il faut Charvet qui prend le trou. Oh là là, les jambes. Il a le soutien de Rampoule. Est-il allé laisser tout seul? Oh oui. ouais, oh, formidable. Il a gagné sa place pour la tournée en Nouvelle-Zélande. Quel formidable. À jamais, le parc fait partie de moi. Il y a un truc qui fait que je ne peux pas m'en détacher. Et en plus, j'ai la chance d'habiter à côté. Et je t'assure que quand je le vois, que j'y passe devant tous les jours, c'est pas que j'ai une pensée pour ça, mais il me fait du bien. J'aimerais les refaire, les matchs. Ouais, au parc. Des fois, j'en rêve. Parce qu'en fait, je me souviens que je fais un crochet intérieur dans les 22. On fait une relance. Et là, j'ai une course jusqu'aux 50, là. Et je te jure, je me crois dans un film, quoi. Et puis, tu vois, pourtant j'avais des cannes, mais j'avais l'impression que j'avançais pas, quoi. J'aurais pu être ce qu'a fait Charvet, quoi. Mais c'est là la grande différence entre un grand joueur et un joueur moyen. C'est-à-dire que l'événement est trop fort. C'est-à-dire que j'aurais fait ça à Colombes, dans mon petit jardin, j'allais au bout à l'essai sans le moindre problème. Et ce sont les Parisiens qui mettent encore le feu aux flammes. Le feu aux poudres avec Guillard. La percée de Guillard. À suivre, à contre. L'émotion d'être là, la clameur, elle m'a annihilé toute spontanéité, en fait. D'un seul coup, je me suis dit, merde, je viens de faire un truc super important. Je dis, oh là là, si ça se trouve, je vais faire gagner l'équipe. Oh là 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 là, enfin tu sais, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et j'ai perdu tous mes moyens. Le joueur qui enfile le maillot du PSG, le parc, il doit l'apprivoiser, quoi. Il doit s'y sentir bien. Et moi, je me souviens, comme tous les supporters du PSG, on savait à l'avance, on regardait, ah, tel mec, chez nous, il va pas y arriver. Quand il va prendre le parc dans la tronche, ça va être mort, il supportera pas. C'était clair, tu pouvais faire la liste. Et le mec, il fallait qu'il soit 2 fois plus fort que ce qu'il aurait dû être ailleurs pour en réussir au PSG. Ici, quand t'es pas beau, aurais-tu été un vainqueur? Il y avait quand même un peu l'idée que, putain, si tu finissais un match sans transformer chiffon, si franchement, putain, t'avais pas donné le meilleur toi-même, mais si en même temps, t'avais pas été à ton meilleur niveau, c'était pénible. C'était pénible. On nous a pardonné des défaites ici. On nous a pardonné des défaites. Moi, on m'a pardonné des défaites en finale, et on m'a pardonné des défaites, on nous a pardonné des défaites nationales, évidemment. On nous a reproché des victoires ici. Sans deck. Il y a au parc, c'est au parc, t'es pas un bon joueur de rugby, putain. Si au parc, t'es pas un bon joueur de rugby. On va finir, vous préparez là, les crampons, les trucs, il faut se serrer un peu. Compris. On n'est pas bien ensemble là. Là, on n'a pas peur des coups, le merde. On est en garde dans l'édifice. On a envie de les manger. Faut qu'ils comprennent vite, hein. Ils ont rien à faire ici. Allons-y, les questions. Action. Allez, on se sert. Je sais plus, voilà. Et alors, allez, action. Au parc, en fait, il y avait une préparation qui était toujours très particulière. Il pouvait faire 3 degrés, je vous rassure, on n'avait pas froid. Non. Donc, quelquefois, les murs tremblaient. Et chaque joueur devait être complètement investi là-dedans. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire semblant. Et pour ça, les 2 dernières heures, c'était la petite crème supplémentaire qu'il faut pour que tout soit réussi. 15 jours pour aider moi, plus rien, Merluche comme en Nord-Sud. À 10 000 dans tous les regroupements, Merluche. On n'explique plus rien maintenant. Dans ces vestiaires-là, sur donc à peu près 30 ans d'histoire ou 35 ans d'histoire, pas un avant des sorties s'échauffer. Pas un avant de ces sorties s'échauffer. Pas un avant de l'équipe de France, pas un avant d'aucune finale des sorties s'échauffer là. Laura, Abdel Fabien, des tampons de partout, des ballons, des tampons. Montez le genou, votre pouvoir, on va plus vite déjà. Au Parc des Princes, le vestiaire, il est aussi conséquent dans le trajet de l'homme, du joueur, de l'entraîneur, tu vois, du pratiquant, de celui qui va vivre l'événement, il est aussi conséquent, et même pour la tribune. Qu'est-ce qu'ils font?
Tu vois, il est aussi conséquent en charge, je dirais en intensité émotionnelle, quoi, tu vois, en percussion de mémoire. Le vestiaire est un lieu colossal. Là, dans l'imaginaire de tous les gens qui ont joué ici, le vestiaire, ils s'en souviennent. Semaine inoubliable pour le football français. Après Auxerre et Marseille, Paris Saint-Germain nous a offert hier un exploit retentissant. Il y avait tout hier soir sur la pelouse du Parc des Princes, le panache, le suspense et des buts extraordinaires. Ce match-là, moi je me rappelle, on l'a abordé en pensant qu'on pouvait se qualifier. On avait perdu 3-1 là-bas quand même, donc c'était quand même presque une mission impossible. Et ce match retour, il était... pour beaucoup de gens, il était juste anecdotique, quoi. On allait passer à la trappe et perdre. Donc c'est vrai que le fait que Georges marque d'entrée, que derrière ce ballon qui monte, ce sort de tour de passe-passe, ce ballon en hauteur, Georges qui soulève pour Daniel qui me la pique derrière et moi qui reprends le ballon demi-volé. C'est des moments comme ça où véritablement tu te dis tout est allé à merveille. Derrière, Valdo qui marque, Antoine qui marque dans les arrêts de jeu, l'arbitre qui siffle derrière et on réalise qu'on vient de battre Real de Madrid 4-1. Et le match est tellement fou qu'en fait tout le parc est pris. C'est pas simplement les deux tribunes, c'est pas simplement Boulogne-Auteuil, c'est tout le monde. Et le bruit est immense, mais immense, quoi. Sur le deuxième but de Ginola, c'est incroyable. Il y a des soirs comme ça, une sorte de magie et tout. Le bruit, j'en revenais pas. J'ai jamais entendu autant de bruit. C'est un truc de fou. Le stade, il était... Et puis les gens m'en parlent encore. Ils me disent, mais cette atmosphère qu'il y avait dans ce stade, et je pense qu'on l'aurait eu nulle part ailleurs qu'au Parc des Princes. Au Parc des Princes, voilà, à ce moment-là, je pense que les gens qui étaient sur le terrain et les gens qui étaient à la tribune étaient fiers de faire partie de la même entité. Explosif, indomptable. Qui aurait cru que le stade, souvent désert 15 ans auparavant, allait devenir l'arène la plus électrique de l'Hexagone. Boulogne, puis Auteuil. Les deux virages se sont peu à peu structurés et font du parc une forteresse imprenable. L'enceinte s'embrase à chaque match du Paris Saint-Germain et des équipes nationales de football ou de rugby. Les adversaires, en général, détestaient le Parc des Princes par rapport à cette force collective que dégageait l'ensemble des supporters, au-delà même des acteurs de jeu. Et puis, le parc, c'est un match qui dure très longtemps, avec tout ce qui peut se passer autour. Tous les cafés, les bars, les restaurants. On a dans le périmètre des lieux comme ça de grande effervescence. Le volcan devient comme ça bouillant et il génère une affection particulière, puisque tout, en toute période et de tout temps, tout n'était que convivialité. Tout n'était que convivialité. Tu t'approchais de ce volcan, tout était rencontre, tout était échange, tout était presque partage. Avant comme après. Après, n'en parlons pas. Avant, souvent, non. Tu vois, les rébellions pseudo-balourdes, tu vois, avec la perfide Albion, non, je l'ai jamais très connu, moi, même dans ce grand périmètre volcanique, là, tu vois. Ici, c'était quand même un malaxage, j'allais dire, néandertalien. Les gens arrivent à pied, en vélo, tu ressortais, tu appelais un copain, il était dans un troquet juste à côté, tu voyais ta famille, tes amis, tu avais vraiment une vie, tu as une vie dans le stade et tu as une vie autour du stade, mais parce que sa situation est exceptionnelle. Le stade, il est au sommet d'une pyramide, de fait, d'une pyramide morale, affective, émotionnelle, il faut gravir toutes ces marches pénibles sur le temps pour y arriver. Donc tu te mets en dimanche, tu te laves les dents, tu t'astiques un peu, tu vois, tu montes avec tes collègues, tes meilleurs amis, tu appelles les petits frères de la route. Mon souvenir est ému des rencontres de bord de route. Et des fois, je jalouse, je me demande si dans ma mémoire je ne l'ai pas fait, de m'arrêter en route et d'avoir tellement été heureux sur la route avec ceux que j'ai rencontrés. De fait,
à la Blondin, m'être pinardé sur le chemin et de ne pas être arrivé au lieu, a priori, que je croyais le plus beau. De fait, le plus beau, ça avait été au niveau des 3 obus. Ça a beaucoup nourri la légende d'Ovalie du Parc des Princes. Le chemin du Parc des Princes, c'était un joli chemin, quoi. Et même après, parce que les matchs avaient toujours lieu à 15h, 16h30, 17h, tu vois, il commençait à faire un peu nuit, et puis tu sortais tranquillement, et puis tu entendais encore les bandas qui étaient encore là, tu vois. On pouvait boire de la bière, de la vraie bière. Donc, oui, parce que c'est important, ça fait partie de la convivialité, ça fait partie des échanges, quoi, tu vois. Donc, moi, je suis un nostalgique quand même, hein. Finalement. Je suis un nostalgique. J'en viens maintenant à ce coup de tonnerre qui s'est abattu sur le ciel du Parc des Princes hier soir aux alentours de 10h30 avec le but in extremis des Bulgares, un but qui ruinait définitivement les chances de Coupe du Monde pour la France et qui a fait beaucoup de mal aux espoirs de tous les supporters et de tous les joueurs. Cette dernière action, quand on est au stade, on a l'impression de l'avoir au ralenti. C'est-à-dire que ça fait 90 minutes qu'on se dit c'est pas possible, et pendant toute l'action, on se dit non, c'est pas possible. Et à la fin, mais si, c'est possible. Et je suis d'un silence invraisemblable. C'est-à-dire que parfois dans un stade, après un but, on entend des cris. Mais ce soir-là, je me souviens pas avoir entendu des cris, je me souviens juste avoir entendu le silence. Et ça, c'était terrible. Tout le monde reste cloué, tout le monde bouche bée, personne ne parle et tout le monde se regarde. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous arrive? Parce que le match nul, tu étais qualifié. Tu prends ce but comme ça dans les arrêts de jeu. Alors là, je peux te dire, c'est le parc, t'entends plus un bruit, hein. Même pas des sifflets. Tu vois le truc arriver, mais tu ne peux rien faire. Et le mec, il te met la balle dans la lucarne, là. C'est lucarne de chez lucarne, quoi, en fait. Donc, c'était clair que c'était fini, quoi. Il n'y a même pas 2-3 minutes derrière pour faire quelque chose, quoi. Et c'est cruel, mais c'est le sport. C'est le sport. Et on rêve tous de gagner des matchs comme ça à la dernière minute, quoi, en définitive. Donc le rêve, c'était pour les autres. Le stade, il est juste... Ouais, c'est la chape de plomb qui tombe sur le truc. Et je peux même pas te dire parce que j'étais tellement plongé dans des pensées... très, très négative parce que finalement on se dit qu'on a échoué, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire et ouais, le stade il était comme nous, hein, c'est beaucoup d'incompréhension. Je me souviens dans cette période qu'on avait manqué un peu de respect par rapport à la compétition. On avait un peu trop rapidement peut-être célébré ou pensé qu'on était déjà qualifié avec l'Amérique qu'on avait fait ici au Parc des Princes, je pense que face à Israël. On avait commencé à chanter la chanson de Joe Dassin, l'Amérique, l'Amérique. Finalement, on n'avait peut-être pas suffisamment respecté. Il paraît qu'il y avait des bouteilles de champagne sur le banc. On n'avait pas suffisamment respecté la compétition. Tu respectes d'abord la compétition, les adversaires. Une fois que tu les as battus, tu peux chanter la chanson et tu peux à la fois tu peux faire ce que tu veux. Mais je pense que ce soir-là, c'est peut-être... C'est certainement un des soirs les plus tristes du Parc football des Princes. français. Non, mais au parc, hein. Oui. Désormais, pour le football, le parc, c'est la Bulgarie. Cette fichue soirée hante nos mémoires et l'histoire des Bleus ira s'écrire ailleurs. La Coupe du Monde de football 1998 se joue en France et la construction d'un nouveau grand stade condamne le parc. Les rugbyman, eux, quittent la porte de Saint-Cloud par cette terrible déroute face à l'Afrique du Sud. Décidément, le parc n'aime pas les adieux. Ce jour-là, le coq était chapon, ou tout au moins pentade. Nous jouons ici un dernier match en 97 contre une armée de sauvageons sans doute un peu surdimensionnée, pour ne pas dire robotisée. Les Sud-Africains nous tordent ici en nous donnant une leçon de rugby et sans doute une leçon de santé. Et on conclura ici une longue histoire faite d'amour et de passion. Elle est anecdotique. De fait, elle est anecdotique. Qui plus est, la production, tu vois, rugbyistique du Sud-Africain avait été aussi, ma foi, source d'un petit bonheur de conclusion d'Ovalie ici, quoi. On avait dit, putain, si le rugby c'est ça, je ne sais pas où on va aller, mais là, ça part pour la grande dimension, quoi. Et là où quand même la symbolique est là, c'est que l'équipe de France à ce moment-là ressemblait un peu comme au parc, puisque le parc était estimé
désuet pour le nouveau rugby qui se profilait. Et l'équipe de France me semblait bien misérable devant le nouveau rugby qui se profilait. Voilà. Donc, à la limite, c'était une fin symbolique. Mais franchement, le Parc méritait une meilleure sortie, quoi. Devenu la maison exclusive du Paris Saint-Germain, le Parc des Princes va hélas être abonné à la rubrique des faits divers. Les débordements de quelques-uns vont alors ternir l'image du parc pour de longues années. Fin de match, les 1500 supporters du secteur Boulogne scandent les derniers slogans anti-marseillais. Les CRS canalisent la foule vers les bouches de métro les plus proches pour éviter des incidents fréquents à la sortie du Parc des Princes. Le Parc des Princes, c'est aussi l'endroit dans lequel la France a connu ses drames du football. Bon, l'affaire du match PSG-Tel Aviv, dans laquelle un des supporters de Boulogne est tué par un policier au cours d'une opération de poursuite des supporters de Tel Aviv, et puis la dernière, il y a 2-3 ans, d'un supporter de Boulogne aussi qui est tué dans un affrontement entre supporters. Donc c'est aussi ça le Parc des Princes. Le Parc des Princes, c'est aussi son côté, je veux dire, peut-être son image dans les années récentes, enfin récentes, depuis les années 80, d'être un lieu d'insécurité. En 2010, la direction du Paris Saint-Germain prend la décision de supprimer les abonnements en virage du Parc des Princes. Le cœur de l'arène ne bat plus tout à fait comme avant, mais pouvait-il en être autrement ? C'était aller trop loin, quoi. Et ce qui s'est passé, malheureusement, c'est ce qui devait arriver, quoi. C'était presque inéluctable et bon, c'est difficile de les défendre quand il y a des excès comme ça qui sont commis. Mais je trouve que le parc n'a pas perdu son âme, que ça vibre toujours, que ça encourage toujours. Moi, personnellement, je ne suis pas forcément pour les plans radicaux. C'est sûr qu'il y a un certain nombre de personnes dans le stade qui auraient dû être déjà évincées depuis très longtemps. Mais c'est vrai que quand tu aseptises pour rendre plus sain, à un moment donné, tu enlèves les extrêmes. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans un stade de football, tu as ces changements d'ambiance et de cap? C'est justement ces extrêmes-là. Il y avait Boulogne, bon, ils n'étaient pas bien, mais bon, ils étaient extrêmes. Et puis de l'autre côté, c'était autre chose. Et dans un stade, en fait, tu as plein de groupes. Donc si tu mets tout le monde de la même pareille, si tu mets tout le monde blanc, ça ne va pas. Il faut qu'à un moment donné, il y ait un mélange pour que ça fasse une harmonie. Je ne vois pas le PSG jouer ailleurs qu'ici. Quand j'ai entendu des gens qui évoquaient le fait de peut-être partir au Stade de France et jouer au Stade de France, c'est impersonnel. Le Stade de France, c'est froid. C'est une merveilleuse enceinte, c'est très beau, mais c'est pas un stade de foot. La pelouse est pas bonne. Quand on voit la pelouse là, c'est un billard. Quand la pelouse du Stade de France, on le dit jamais, mais elle est pas bonne. Bon, le jardinier va être content s'il m'entend, mais bon, c'est une réalité. Et ensuite, voilà, moi, je suis sûr que l'équipe de France, si elle jouait au parc, elle serait meilleure. Le PSG est lié à ce stade. Je pense que le stade aussi a besoin du PSG. Et la ville aussi. Je pense que voilà, pour moi, les deux vont vraiment ensemble. Et puis j'espère en tout cas qu'on restera dans ce stade-là le plus longtemps possible. Le Parc des Princes, c'est mythique. C'est le stade du PSG, c'est le stade historique du PSG, de Paris, je dirais. C'est le grand stade de Paris. Donc si tu t'en vas d'ici, même pour le supporter de la banlieue qui vient au parc, c'est un voyage, quoi. Voilà, il y a quelque chose derrière. Aller ailleurs, ça serait automatiquement différent, c'est clair, quoi. C'est clair. Mais il faut espérer qu'il puisse agrandir le stade, quoi. Moi, ce qui me fait peur, c'est le côté
le côté financier, quoi. On sait que ce Paris Saint-Germain-là, il passe dans une autre dimension et que peut-être il sera trop petit pour ce Paris-là. Mais celui de la Juve, il fait pas plus de 50 000, hein. Je crois qu'il fait 45, il est à peu près dans ces eaux-là. Il n'y a pas moins d'ambition à la Juve qu'il y en a à Paris, donc ça veut dire que Paris peut rester là, et moi je souhaite qu'il reste là. C'est comme un mariage, tu ne peux pas te divorcer. Le club et le parc. Je pense que tu peux améliorer, bien sûr. J'espère qu'ils vont améliorer, qu'ils vont ajouter peut-être un peu plus de place. Mais c'est pareil, non. Détruire un stade comme ça, c'est impossible. Pour moi, c'est un des plus beaux stades sûrement. J'ai fait quand même beaucoup de stades. Hein. J'ai joué en Argentine, j'ai joué dans des grands stades en Espagne, en Coupe du Monde. Pour moi, je considère le Parc des Princes comme un des plus beaux stades, quoi. C'est un petit joyau, voilà. Faut pas l'enterrer, le parc. Je pense qu'il faut lui donner une chance. Parce que c'est très populaire, en fait, tu vois. Et moi, j'aime le Stade de France, tu vois. C'est pas le problème. J'aime pas ce qu'il y a autour, parce que je m'ennuie. Mais le stade, je l'aime bien. Le Stade de France, je l'aime bien. Mais ce que je n'aime plus maintenant, c'est que ça manque de peuple. C'est-à-dire que tu regardes, par exemple, quand tu es à la télé, tu regardes le plan large. Au début de la deuxième mi-temps, il y a des grands vides. Parce que les mecs sont sous les tribunes, en train de boire du champagne. Et quand tu as payé ta place, tu es là à l'échauffement. Tu es là pendant la mi-temps. Tu vas pas boire un canon. C'est ceux qui n'ont pas payé leur place. Donc la clameur, si tu veux, la clameur du Stade de France pourrait sembler moins forte que la clameur du Parc des Princes, mais pas parce que le stade est peut-être plus aéré, mais tout simplement parce que ça manque de passionnés. Ici, c'était beau, collègues. C'était plutôt beau. Alors, le beau, il a des définitions, c'était plutôt chaleureux. C'était plutôt sacrificiel. On allait souvent au bout. Et ici, c'était plutôt un peu signataire de l'excellence nationale, je dirais. J'aime pas trop les mots, mais tu vois, voilà. Il y avait des choses qui typaient les gens d'ici. Moi, je trouve ça plutôt beau. Ici, j'avais la sensation que quand je rentrais sur le terrain, même pour une finale, les 45 000 personnes me connaissaient, ce qui m'apparaissait à peu près normal. Moi, je connaissais les 45 000 personnes, ça me paraît un peu excessif. Mais dans mon imaginaire, ça pouvait être un peu ça. Mais quand même, on ne peut pas oublier, mais ce que tu disais est vrai, on ne peut pas oublier que quand on est venu ici, on disait, mais putain, Colombe, tu te rappelles Colombe? On prenait les sandwichs, on allait en bus, on allait en train, on passait par Billancourt, on s'arrêtait, tu vois. Colombe, putain, le déplacement à Colombe, la conquête des extérieurs, tu vois. Colombe, ce nom où le coq allait jouer avec tu vois, un compagnonnage pigeonnesque. Enfin, putain, tu vois, c'était sublime. Voilà. Et après, quand on est parti au Stade de France, on dit, putain, on laisse ce petit truc, là, c'est un dé à coudre par rapport à là-bas, tu vois, qui était une espèce de... Non, ce dé à coudre, il était sublime. Puis les gens, ils disent, il faudrait 8000 places de plus. Il manquerait que les 8000 places, mais 43 ou 50, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Pour moi, je vais te dire un truc, c'est que je pensais toujours qu'il y avait 100 000 personnes. Pour moi, il n'y a jamais eu 43 000 personnes, il y a eu beaucoup plus que ça. Sincèrement. Véritable catalyseur d'émotions, le parc est une fabuleuse demeure du sport français. S'il n'est pas le plus beau et le plus grand de tous nos stades, son histoire et sa ferveur le rendent unique. Il reste, à nos yeux, un temple de béton dont on est sûr qu'il possède une âme. C'était un peu chez moi. Vous savez, il y a des endroits sur Terre où vous avez le sentiment de vous trouver, même chez vous, dans votre village de naissance, des fois vous vous sentez un peu étranger. Et là, vous arrivez, vous regardez, vous vous sentez un peu chez vous. On disait à une époque que c'était mon jardin. C'était en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. C'est vrai que... Il a un beau jardin. Hein. Ici, c'est un beau jardin que j'ai pu, pendant des années, je m'en suis bien occupé. Je peux te dire qu'on s'en est bien servi. T'as enlevé les mauvaises herbes. On a enlevé les mauvaises herbes, on a vraiment fait pousser, Mais c'est vrai que c'est un lieu, quand tu poses la question à
à tous les entraîneurs ou à tous les joueurs quel est le stade qui vous impressionne le plus. Ils vous répondent de tous, c'est le Parc des Princes. C'est vrai que le Parc des Princes, c'est un stade mythique. Je dis quelquefois, je suis un fils du Parc des Princes parce que j'étais bercé très très jeune par le parc. Et le foot et le rugby étaient vraiment collés au parc. Il y a toute une histoire avec la ville, depuis le Tour de France, le rugby, le spectacle. J'ai déjà vu des spectacles ici aussi qui c'est très très fort. Sûrement c'est un stade qui est indéniable. Le parc fait partie de grands monuments de la ville de Paris. Il a la Tour Eiffel, il a le parc, c'est un peu pareil. Tu vois, ça me fait quelque chose, ouais. Ça me fait quelque chose. Je ne vais pas pleurer, hein. Mais je trouve que c'est un beau stade, ouais. C'est un beau stade. Et quand il est rempli, ouais, la moindre clameur, tu la ressens bien, quoi. Tu la ressens bien. Maintenant, c'est Zlatan. Maintenant, c'est Zlatan qui fout cette pelouse. T'imagines, hein? On a un point commun. Hein. Moi, je vais lui dire. Hein. Quand je vais le croiser, je dis oh, Zlatan, j'ai joué moi avant toi ici. Ok? Donc respect, d'accord?